Salut, c'est François Aboué. On se retrouve sur Road Story pour un texte de Nicolas Perruc sur la Formule 1. Et pas n'importe quelle Formule 1, la McLaren MP4-2, la machine à gagner. Je vous vois venir, vous allez me dire que la meilleure McLaren de tous les temps et meilleure Formule 1 de l'histoire avec 15 victoires sur 16 Grands Prix était la MP4-4. Et vous auriez raison. Mais sa carrière stupéfiante pourrait bien être due en grande partie à la MP4-2. Retour sur une monoplace qui a révolutionné le monde de la course et ouvert la voie à nos F1 contemporaines. En recrutant l'ingénieur anglais John Barnard, l'écurie McLaren allait atteindre un autre niveau de compétence. Pourtant, nombreux étaient ceux qui doutaient. En 1981, quand le bruit se mit à courir que l'équipe préparait une coque en carbone, personne n'y croyait. La voiture va se désintégrer au premier gros freinage. Il suffira qu'un mécanicien laisse tomber un outil pour faire un trou dans la coque. Voilà le genre de choses que l'on pouvait entendre à l'époque dans le paddock. Ron Dennis, jeune patron de McLaren, voulait faire bouger les choses. John Barnard avait toute sa confiance. Le projet ira à son terme. La MP4-1 était née. Lors des premiers tests, la rigidité avait progressé de 50% par rapport à une coque en alu. Après avoir allégé la coque carbone au maximum, on gagnait énormément en poids tout en conservant une coque 25% plus rigide. La MP4-1 constituait une bonne base, mais depuis 3 ans, McLaren préparait son entrée dans le monde des turbos. Comme beaucoup d'écuries anglaises, la formation de Woking avait un peu loupé la marche de cette évolution initiée par Renault. Plutôt que de prendre le train en marche aveuglément, il fut décidé de prendre son temps avec un seul objectif, frapper un grand coup en intégrant plusieurs révolutions techniques en même temps. La MP4-2 allait reprendre tout ce qui marchait sur sa devancière tout en intégrant des solutions nouvelles. La coque était entièrement nouvelle, le concept plus compact, malgré un nouveau réservoir de 220 litres, mais surtout Barnard avait trouvé la combine pour optimiser au maximum le train arrière. La McLaren était la première monoplace à utiliser la forme d'une bouteille de Coca-Cola à l'arrière de sa carrosserie. Les pontons, le capot moteur, fusionnent autour de la suspension arrière. Toutes les monoplaces de course à travers le monde ont repris cette conception. La preuve que l'on n'a jamais fait mieux, c'est qu'on utilise encore ce concept de nos jours. Un autre aspect important dans la conception de la voiture a été l'utilisation poussée de la soufflerie. Si on a toujours utilisé l'écoulement du vent pour concevoir des voitures rapides, jamais l'analyse des données recueillies en soufflerie n'était allée aussi loin dans le détail. Surtout grâce à la parfaite maîtrise des outils, des maquettes, de la façon dont il faut les disposer, l'équipe possédait un atout inestimable. La qualité de leur travail en soufflerie leur permettait de faire une confiance aveugle aux données recueillies à la sortie du tunnel. Passer au moteur turbo obligeait à trouver un partenaire sur le long terme. Le choix était finalement limité. Le châssis s'annonçait révolutionnaire et réussi, il fallait un moteur à la hauteur. En arrivant après tout le monde sur le marché du turbo, l'équipe ne mettait pas toutes les chances de son côté. Barnard écarta Ferrari d'office, puis Renault dont les liens avec Lotus étaient trop forts, puis BMW pour des raisons techniques. Dennis et Barnard avaient fait le tour, il n'y avait pas plus de moteur disponible que de poulets rôtis à 14 heures un jour de marché. Les deux Anglais virent dans cette difficulté une opportunité rare. Ils allaient pouvoir faire un moteur sur mesure pour leur équipe. Et pour épouser un maximum leur concept unique et pour maîtriser au mieux toutes les parties de la monoplace. On alla voir Porsche, qui n'était pas contre l'idée, mais à ses conditions. Ça ne devait rien coûter à la marque. Le développement, les essais, la construction, tout devait être pris en charge. En échange, Porsche mettait tout son savoir-faire à sa disposition pour mettre au mieux le meilleur moteur sur la grille. La solution était toute trouvée. On fit appel à TAG, technique d'avant-garde, société présente notamment dans l'aviation et dirigée par Mansour-Ojji. TAG prenait 25% des actions McLaren et finançait le moteur qui portera son nom. Tout était en place pour catapulter l'écurie tout en haut de la feuille des temps pour un sacré bout de temps. Au lieu de modifier son châssis pour y faire entrer un moteur, Barnard voulait que tout soit pensé comme un ensemble. Et l'Anglais savait exactement ce dont il avait besoin. Un moteur V6
suffisamment compact pour adhérer à la philosophie de la voiture avec un angle à 80 degrés. Il fallait également ménager assez de place en dessous du vilebrequin afin d'y ranger tous les accessoires du moteur. En effet, ceux-ci ne devaient pas interférer avec le soubassement parfaitement réalisé pour renforcer l'effet de sol. Pour la première fois, on allait concevoir un moteur unique qui viendrait s'accorder avec un châssis affûté comme jamais. Porsche, Tag et McLaren étaient en train de donner un énorme coup de pied dans la porte. Tout le monde allait s'engager dans la brèche malgré un coup dur, pas prévu au programme. Dès le départ, le projet était entièrement basé sur sa capacité à profiter de l'effet de sol. Toutes les forces de l'entreprise étaient engagées vers cet objectif jusqu'au moment du terrible coup d'arrêt. En décembre 1982, la FIA décide subitement que l'effet de sol doit être interdit. En coulisses, Ferrari, qui disposait d'un merveilleux moteur mais d'un châssis certainement moins bon que ce que préparait McLaren, avait pesé de tout son poids pour obtenir cette interdiction. Barnard était en train de créer la meilleure voiture à effet de sol jamais produite, il fallait lui couper l'herbe sous le pied. Barnard se souvient, si Ferrari arrivait à détruire l'avantage aérodynamique des équipes britanniques, elle avait des chances de gagner. L'histoire démontrait qu'elle n'avait fait que réduire l'avance de ses rivales. Barnard alla jusqu'à qualifier cette décision de criminelle et remit son équipe au travail. Le concept global était de créer un plancher large, propre et lisse, un truc parfait pour faire passer l'air. Une ventouse en plus jolie. Chez McLaren, on chiffre la perte à 50% de leur avance dans ce changement de règlement. Jenkins, qui était le bras droit de Barnard, déclare plus tard « Il nous fallait faire des compromis et surtout il fallait faire vite. Un soir, nous nous sommes pointés au bureau et on a associé les deux meilleurs compromis. Par miracle, ça a marché. On a éteint la lumière, on est parti au bar, la voiture était prête. » La première fois que les pilotes ont testé la nouvelle MP4-2, ils se sont fait légèrement peur. Pour tout dire, ils étaient même terrifiés. Le moteur Tag Turbo développe 750 chevaux quand le Cosworth qu'ils utilisaient jusqu'à présent plafonne à 485. En bout de ligne droite, Alain Prost prend 65 km/h de plus. Le problème, c'est que McLaren a conservé les freins de l'atmosphérique. Les pilotes arrivent au bout de ligne droite à des vitesses jamais atteintes jusqu'à présent et ne peuvent pas freiner. À chaque tentative, les freins prennent feu devant le regard horrifié des pilotes qui commencent à se poser des questions et des ingénieurs qui ne trouvent pas de système de freinage à la hauteur. Une fois les freins changés, Alain Prost part faire un test sur le circuit Paul Ricard. Au bout de 3 tours, Alain sait qu'il a tiré le bon numéro. Il rentre au stand et rassure l'équipe. « Arrêtez de vous en faire les gars, elle est fantastique !» Et il ne s'est pas trompé. Rapidement, tout le monde comprend que la MP4-2 sera l'arme ultime de cette saison 84. Lauda, qui était la star de l'équipe, puisque déjà champion du monde, insista pour assurer la majorité du développement de la monoplace. Mais Prost sera vite plus rapide que l'Autrichien. Prost accrochera 7 courses à son actif contre 5 à l'Autrichien, mais cela ne suffira pas à décrocher le titre. Le Français échoue une nouvelle fois, si près du but, avec 0,5 points de retard sur Lauda. L'Autrichien ne sait pas encore qu'il fera la saison de trop l'année suivante, et Prost sait qu'il sera champion la prochaine fois. Et McLaren a compris qu'il était parti pour dominer pendant longtemps. La MP4-2, malgré des problèmes récurrents de frein et de refroidissement, gagnera 12 des 16 courses du championnat. La voiture était extrêmement solide et seuls 3 châssis furent construits. La MP4-2.1 pour Niki Lauda, la MP4-2.2 pour Alain Prost et un mulet, la MP4-3 qui ne sera jamais vraiment utilisée. Le coup porté à la concurrence sera terrible et la domination sans partage de McLaren imposera à toutes les équipes de F1 de revoir totalement leur façon de concevoir des monoplaces.